Madame la Présidente du Conseil exécutif, Monsieur le Secrétaire exécutif par intérim de la CEA, Mesdames, Messieurs les ministres, membres du Conseil exécutif, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Monsieur le vice-président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les commissaires, Mesdames, Messieurs les représentants des organes de l'Union et des communautés économiques régionales, Mesdames, Messieurs les membres du COREP, distingués invités, Mesdames, Messieurs, je voudrais vous renouveler, puisque c'est la première fois que nous, Commission et moi-même, réunissons avec vous l'expression sincère de nos remerciements et gratitude pour la confiance que vous avez placée en nous confiant l'exaltante mission de conduire pour les 4 années en cours notre union. J'ai saisi cette opportunité pour remercier le gouvernement d'Éthiopie qui nous offre de si excellentes conditions de travail en abritant nos assises actuelles, lesquelles auraient dû se tenir, comme le veut la tradition, dans un autre pays. Cette marque d'hospitalité généreuse du gouvernement et du peuple éthiopien mérite notre haute appréciation. Je souhaite à vous, membres du Conseil exécutif, et à tous, une chaleureuse bienvenue. Il me plaît ici de rendre un hommage appuyé à notre illustre sœur, la présidente sortante de l'Union, Dr Nkosazana Zuma, pour la qualité remarquable de son leadership, pour les résultats de son action et pour les vertus humaines dont elle nous a fait bénéficier tout au long de son mandat. Qu'elle trouve ici l'expression de notre estime et de notre reconnaissance. Nous lui souhaitons bonne chance dans la nouvelle vie qu'elle se choisira. Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, permettez-moi cette expression, parce qu'il n'y a que seulement 5 mois jour pour jour où j'ai quitté ma fonction de ministre des Affaires étrangères et président du Conseil exécutif. Donc, j'ai été de vôtre depuis 9 ans et j'espère que vous n'allez pas me retirer ma carte de membre du club du ministre des Affaires étrangères. Je n'ai pas besoin de vous dire combien je suis heureux d'être aujourd'hui parmi vous. De ce côté de la table de discussion, après avoir été avec la plupart parmi vous ici même, dans ces formats d'assises, de l'autre côté de la même table. Peu importe de quel côté je me trouve, je suis toujours moi-même, heureux d'être avec vous pour la même cause, servir l'Afrique, servir l'unité de notre continent. Mesdames, Messieurs, nous avons un ordre du jour chargé. Je me réjouis cependant de l'excellent travail que le COREP et la Commission ont fait, rendant ainsi aisé le déroulement de nos travaux. Aussi me permettrai-je, dans un souci d'économie de temps et d'énergie, d'essayer de centrer mon intervention sur 4 questions précises. Les priorités de notre agenda, les avancées de la réforme institutionnelle de notre Union, la nécessité de parler d'une seule voix et la problématique du lien entre nos décisions et de la volonté de les appliquer. L'agenda 2063, dont je me réjouis de l'internalisation progressive à travers sa prise en compte par les politiques et stratégies de développement national, a fixé de façon claire l'horizon de notre action. Les priorités qui sont déclinées n'ont cessé de s'affirmer comme les véritables préoccupations de nos peuples et de nos dirigeants. Il en est ainsi d'abord et avant tout des questions de paix et de sécurité. J'ai immédiatement, après ma prise de fonction, consacré mes premiers déplacements aux zones où des États membres continuent de faire face aux fléaux de guerre et de terrorisme. La Somalie,
le Soudan du Sud, le Sahel, le bassin du lac Tchad. Je voudrais immédiatement après le sommet poursuivre cette action là où les armes continuent de parler, notamment en Afrique centrale. Dans toutes ces régions, je suis arrivé à une double conclusion. La première porte sur l'urgence pour l'Afrique de prendre en main son propre besoin de paix et de sécurité. Les nouvelles formes de violence ont montré la vanité des modes classiques de promotion de la paix. Une nouvelle approche s'impose. La seconde leçon est qu'aucune crise violente en Afrique ne sera résolue par les armes. Le dialogue, la réconciliation et la recherche de solutions consensuelles est la seule voie pour la paix. Tous nos efforts propres et ceux déployés par nos partenaires ou avec nos partenaires que nous avons sensibilisés à cet effet ont été et demeurent résolument orientés dans le sens de la mise en œuvre de ces deux conclusions ici schématiquement esquissées. L'autonomisation des femmes et de la jeunesse paraissent être un besoin urgent pour tout progrès dans le continent. Je viens d'assister hier au Forum panafricain de la jeunesse portant sur notre thème de l'année, à savoir tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. Les attentes de la jeunesse sont immenses et urgentes. La jeunesse africaine veut des résultats. Elle a soif d'actions concrètes. Dans tous les pays que je viens de visiter, les craintes plaintives des femmes et des jeunes sont les plus poignantes. Ce sont les couches sociales aux exigences les plus pressantes. Nos assises ne sauraient ignorer ou minimiser de telles pressantes exigences. Nous devons prendre des décisions qui traduisent concrètement cet urgent besoin social. Les questions de gouvernance économique et politique appellent une attention plus résolue. Parmi les nombreuses questions auxquelles renvoie cette priorité, la question de la zone de libre-échange, en ce qu'elle facilite le mouvement des personnes et des capitaux, prend une importance de premier plan. L'investissement privé notamment, l'entrepreneuriat innovant, la création d'emplois et l'intégration en dépendent dans une large mesure. Ces procédures de mise en œuvre doivent être accélérées. Les flots d'immigrants qui continuent de mourir en masse dans les conditions les plus atroces, en mer, désert ou sous l'emprise des réseaux criminels, des trafiquants d'êtres humains est désormais insoutenable. Nous devons ici agir par des mesures immédiates, tout en accélérant les politiques à long et à moyen terme de lutte contre la pauvreté, l'exclusion et la marginalisation à la base de ces drames au déroulement insupportable pour la conscience humaine. Mesdames, Messieurs, il est superflu de s'appesantir sur l'impossibilité pour le continent de faire face efficacement à ces défis si l'instrument principal de son action, l'Union africaine, reste dans l'état où il se trouve à présent. La forte concurrence des exigences impose un nouvel instrument d'action. La sagesse de nos dirigeants a été ici au rendez-vous, puisque la réforme, devenue depuis des années un thème récurrent de nos réunions, conférences et retraites, a été le thème phare des deux derniers sommets, celui de Kigali en juillet 2016 et celui d'Addis Ababa en janvier 2017. Le président Paul Kagame, à qui ses pairs ont confié le dossier de la réforme, a fait un excellent travail. Le cadre général décliné en mesures concrètes, traduit désormais dans une matrice technique pertinente est désormais disponible. Je ne voudrais pas anticiper sur les rapports que son Excellence le Président Kagame fera à ses pairs lors de la conférence. Je voudrais simplement me féliciter sincèrement de l'excellente interaction que nous avons eue avec son Excellence, ainsi qu'avec les membres de l'équipe qu'il a mise sur pied à cette fin, notamment lors de la retraite organisée à Kigali, avec les membres
du Conseil exécutif et du COREP le 7 mai dernier. L'action dynamique déployée par le président en exercice de l'Union, son Excellence le professeur Alpha Condé, président de Guinée, a été remarquable. Dans plusieurs forums, et surtout lors de la rencontre de Conakry, qui a réuni autour de lui, en notre présence, le président Idriss Déby et le président Paul Kagame, une dynamique a été imprimée au processus de réforme. Toute cette foisonnante activité sur la réforme nous rend optimistes. Le train est en marche. Il est cependant urgent de proposer à nos chefs d'État et de gouvernement les mesures concrètes pour accélérer le processus et de le rebooster afin que l'année 2018 soit dans l'histoire de notre organisation celle de la réforme de sa seconde renaissance. Tout retard et encore plus tout recul dans la mise en œuvre de cette réforme salutaire aurait de très graves conséquences sur sa productivité, ses capacités de faire face aux immenses défis et porterait un sérieux revers à sa crédibilité en Afrique et dans le monde. Je dois ici être franc avec vous, chers amis, chers frères et sœurs. Notre crédibilité internationale est très importante. Partout où j'ai été ces derniers 100 jours, j'ai perçu la même réconfortante appréciation. Aucune organisation internationale, aucune grande ou moyenne puissance dans le monde n'entend plus désormais agir en Afrique sans l'Union africaine. Continuer à mériter cette immense reconnaissance nous impose de prendre les mesures de réforme qui nous permettent de maintenir notre rang. Mesdames, Messieurs, cette crédibilité internationale m'amène à souligner le troisième point de mon intervention, à savoir la nécessité de parler d'une seule et même voix. Vous savez que nous avons pris à cet égard une décision pertinente en 2006, lors de la conférence de Banjul relative à la représentation dans nos partenariats. Plusieurs événements ont démontré que chaque fois que nous avons gardé notre unité et parlé d'une seule voix, nous avons remporté des victoires. Le dernier exemple est celui des élections du directeur général de l'OMS. Cette élection m'offre l'occasion de féliciter notre compatriote, le Dr Tedros, pour sa brillante élection, tout en lui souhaitant plein succès dans ses nouvelles fonctions. Je voudrais l'assurer de notre profond désir de travailler avec lui dans le plus grand bien des populations africaines, en particulier sur les chantiers de santé pour les femmes et les jeunes filles en Afrique. Malgré ces progrès, dans la mise en œuvre de la décision de Banjul, nous avons continué à donner l'image, dans beaucoup d'occasions, d'un déploiement en ordre dispersé. Certains partenaires continuent d'encourager cet état de fait en traitant avec l'Afrique en toute méconnaissance de notre choix de parler désormais d'une seule voix. Nous devons cesser de cautionner cette pratique. Si nous ne le faisons pas nous-mêmes, en nous abstenant de toute conduite préjudiciable à nos options librement choisies, comment pourrions-nous leur reprocher leur conduite à notre égard? Mesdames, Messieurs, la nécessité de parler d'une seule voix et les déficiences constatées dans ces domaines renvoient à une question de fond, celle du rapport de nos décisions avec notre volonté de les appliquer concrètement. Ce n'est pas la première fois que je m'exprime sur la grave dichotomie qui existe entre nos décisions et leur exécution. La seule différence est qu'aujourd'hui, je prends la mesure du phénomène en me trouvant personnellement confronté au quotidien à ces manifestations contradictoires. Je sais que le problème n'est pas simple, mais nous ne pouvons pas continuer d'ignorer ses conséquences sur la crédibilité de notre organisation. Des deux choses l'une. Soit nous prenons les décisions et adoptons les textes pour les appliquer, soit nous différons la prise de ces décisions et l'adoption de ces textes à des jours où nous serons à même de les appliquer. L'idée est valable pour tous nos choix souverains, pour nos choix démocratiques, nos systèmes électoraux, notre gouvernance politique, nos choix économiques, notre actuelle réforme institutionnelle,
nos rejets des interférences extérieures et notre attachement au principe de la solution des problèmes africains par les Africains eux-mêmes. Mesdames, Messieurs, le monde autour de nous est en ébullition. Sa mondialisation excessive nous impose avec une extrême sévérité l'impérieuse obligation d'agir à des vitesses dont nous ne maîtrisons ni les rythmes ni les séquences. L'extraordinaire pluralité des défis et exigences ne nous laisse point le choix de ne pas changer nos méthodes et styles de travail et de nous réformer rapidement. C'est à ces prix et à ces prix seulement que nous pourrons espérer garder nos équilibres dans la tempête. Avant de finir, permettez-moi de dire Eid Mubarak wa kullu aam wa antum bikhair pour ceux qui ont observé le jeûne du Ramadan. Je vous souhaite plein succès. Je souhaite plein succès à nos travaux. Je vous remercie.